Mon ressenti, c'est un peu celui d'être à Roland-Garros, quoi. C'est-à-dire que t'as la tête qui fait ça, ça, ça. Lilian, tu peux échanger une voiture aussi, mais est-ce qu'une voiture est une monnaie? N'imagine pas la population accepter que la France disparaisse. Alors qu'un accord avait été trouvé entre les États-Unis et l'Iran ces derniers jours, les discussions semblent au point mort aujourd'hui et la situation n'a jamais été aussi tendue et c'est le cas aussi sur les marchés financiers. Et nous aujourd'hui on se pose beaucoup de questions et ça va être le premier gros sujet de cette émission. Ensuite sur le Bitcoin, et oui on va parler du Bitcoin puisque ce conflit au Moyen-Orient a un peu rebattu les cartes, notamment au sujet du pétrodollar et parmi les potentiels candidats pour remplacer le dollar, on parle du yuan, la monnaie chinoise, mais on parle aussi du Bitcoin qui a été mentionné dans les accords entre les États-Unis et l'Iran. Et puis pour terminer, on reviendra du côté de la France puisque ce vendredi, l'agence de notation Moody's a donné son verdict sur la note souveraine française. Est-ce qu'on a eu un ouf de soulagement du côté de Bercy? Vous aurez la réponse dans cette émission. Bienvenue dans Les Financiers, le premier talk show de France sur l'économie et sur la finance. C'est parti. À mes côtés aujourd'hui, pour traiter ces sujets d'actualité, on a une équipe de financiers de choc. J'ai avec moi Lorraine Goumeau, journaliste financière et productrice. Merci d'être avec nous, Lorraine, aujourd'hui. On va voir aussi Mathias Bacchino, senior advisor pour Trade Republic. Je suis très content de t'avoir avec nous, Mathias, aujourd'hui. Et puis Sylvain Tiger, fondateur de Ultra Bourse. Merci aussi, Sylvain, d'être avec nous. Tu vas pouvoir nous apporter aussi ton expertise et ton expérience pour traiter de tous ces sujets d'actualité. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un petit peu d'auto-promo. C'est la première émission des Financiers aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube d'abord pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi à noter dans votre agenda ce rendez-vous. Tous les mardis, on va se retrouver à la même heure pour traiter des actualités financières et économiques dans le monde et évidemment, bien entendu, en France. Et si vous pouvez nous mettre aussi un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ça nous aidera à nous améliorer. On va essayer de construire cette émission aussi avec vous et avec vos retours. Je propose qu'on démarre tout de suite. On va ouvrir donc sur ce sujet de l'Iran. Voilà, c'est quand même l'actualité géopolitique et financière majeure de ces dernières semaines. On ne pouvait pas commencer l'émission sans parler de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Alors voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers jours. Il y a eu des rebondissements dans cette affaire. On a eu la semaine dernière un accord qui était censé avoir été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, on avait prévu de tourner cette émission autour du sujet de est-ce que cet accord est-il viable ou pas? Est-ce que ça va tenir ou est-ce que c'est juste une parenthèse avant que le conflit reprenne? Et il s'avère que quelques jours à peine après, l'accord a été rompu. Et donc, on fait cette émission avec cette situation qui nous semble complètement incertaine. Et donc, j'ai envie de commencer en vous posant une question. Quel est votre ressenti sur cette situation? Peut-être, Lorraine, si tu veux commencer par prendre la parole. Voilà. Avec tous ces rebondissements qu'on a eu ces derniers jours, toi, quel est ton ressenti qui a pas mal suivi ces sujets-là? Comment tu vois cette situation et cet accord qui a finalement été rompu en quelques jours à peine entre les États-Unis et l'Iran? Mon ressenti, c'est un peu celui d'être à Roland-Garros, quoi. C'est-à-dire que t'as la tête qui fait ça, 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 ça. Il y a tellement d'actu, tellement de rebondissements, tellement de mise à jour, de nouvelles déclarations que on a tous un peu la tête qui tourne. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça va être la prochaine sortie de Trump? Qu'est-ce que ça va être la prochaine bombe vocale qui va lancer? Donc mon ressenti, c'est pas tellement plus d'inquiétude ou de soulagement que les derniers jours. On vit ballotté par l'actu. Donc au-delà de mon ressenti, moi ce que j'essaye de garder comme attitude, c'est de pas être trop noyé dans l'actualité, de faire le point quasiment à heure fixe et à moment fixe pour être sûr que je suis pas trop alimentée par trop de flux d'informations. Et puis surtout d'essayer de comprendre ce que nous disent les marchés. On entend ça et là que les marchés sont naïfs, qu'on a l'impression qu'ils réagissent peut-être pas autant que ce qu'ils devraient réagir. Mais je pense que surtout, on a des marchés qui fonctionnent avec ce qu'ils entendent, un peu en pick and go comme au rugby. Ils fonctionnent par scénario. Ils ont temporairement écarté le scénario du pire, le blocage du détroit, les chocs pétroliers, mais ils oublient rien de ce qui se passe. Et finalement, lire les marchés, c'est une manière d'être opportuniste, et donc j'essaye d'être la tête au froid et d'essayer de comprendre un peu vers où on va et de surtout, si possible, pas paniquer pour essayer de dire au mieux les informations qui nous arrivent à nous en Europe. Et vous, Mathias, Sylvain, peut-être que l'un d'entre vous veut prendre la parole à ce sujet-là.
voilà, comment vous l'avez vécu ces derniers jours et ces rebondissements-là dans la situation entre les États-Unis et l'Iran? Si tu veux, moi, ça fait quand même plus d'un mois maintenant qu'on est face à cette situation. C'est-à-dire, j'étais dans la perspective d'un conflit court, de 4 à 6 semaines, qui se résolve par un changement de comportement de la part du gouvernement iranien. C'est-à-dire que moi, j'attendais une réouverture du détroit d'Ormuz et un comportement du gouvernement iranien plus conciliant vers la communauté internationale. C'est pas ce qui s'est passé. Et la capacité de résistance du gouvernement iranien et des autorités iraniennes et des militaires iraniens est sans doute plus importante que prévu. Et donc, à ce stade, je deviens, depuis une semaine à peu près, plus pessimiste. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui la conviction que les conséquences économiques du conflit en Iran seront au moins durables à moyen terme et vont impacter l'économie mondiale sur la deuxième moitié de 2026. Et ça me fait me poser la question, évidemment, de ce que je dois dire aux gens. Parce que quand tu interviens massivement comme ça, celles et ceux qui investissent à long terme comptent sur toi. Donc c'est pas une période facile. Et donc première remarque, c'est moi j'ai basculé maintenant dans un scénario plus négatif économique à moyen terme. L'autre remarque, c'est que mon regard sur l'administration Trump a changé depuis 3 semaines. Il semblerait que l'espèce d'état de grâce qu'ils entretenaient, qui était vrai ou pas, mais qui était en tout cas en termes de communication assez bien maintenu, n'est plus là, quoi. Et ça m'inquiète, parce que quand un Donald Trump perd le contrôle du narratif, on n'est pas à l'abri qu'il fasse quelque chose d'encore plus extrême que ce qu'il a fait ces derniers temps. Donc c'est pas une situation qui est simple pour le grand public, parce que les conséquences économiques sont encore incertaines, même si moi, à ce stade, je vois la contagion vers une inflation plus large et vers une baisse de la consommation en Europe et aux États-Unis, et potentiellement à terme vers une récession qui, je trouve, la probabilité d'une récession mondiale augmente. Voilà. Je te rejoins complètement sur l'analyse. Et tu parlais, Lorraine, tout à l'heure du fait que les marchés avaient été naïfs. La semaine dernière, quand il y a eu justement cette annonce d'un accord qui avait été trouvé, les marchés ont quand même plus ou moins rebondi, le pétrole a beaucoup dégonflé. Et on se posait cette question-là, est-ce que les marchés sont trop naïfs justement d'anticiper une fin de conflit? Et je pense qu'en fait, beaucoup de personnes, moi y compris, et apparemment toi aussi Mathias, on était plutôt optimistes sur le fait que Trump jouait voilà, les cartes de la menace et cherchait à avoir une négociation rapide et une fin de conflit rapide. Et effectivement, ce qui s'est passé là, on est en train de se dire, si on rentre dans un conflit qui dure plus longtemps et des négociations qui sont de plus en plus dures, l'impact va être beaucoup plus négatif et on a du mal à voir en fait dans quelle direction on va. La lecture en fait de ce dossier au Moyen-Orient, elle est assez, on a une lecture assez différente. Pour nous, ce conflit, et pour moi, ce conflit est un conflit qui va durer pour une raison qui est simple, c'est qu'en réalité, ni les États-Unis ni l'Iran aujourd'hui n'ont intérêt en fait à ce que ce conflit se termine rapidement, et pour une raison qui est très simple. Et j'en ai parlé dans une vidéo qu'on a faite il y a pas longtemps. Les États-Unis aujourd'hui produisent du pétrole de schiste. Ce pétrole de schiste aujourd'hui est rentable à partir d'à peu près $80 le baril. D'accord ? Ça, c'est la première donnée. L'Iran aujourd'hui a un avantage géopolitique majeur sur les États-Unis. Ils envoient des drones qui coûtent 15 à 20 000 $, elle est peut-être 30 000 si on prend la fourchette haute. Et en face, vous avez les Américains, les Israéliens qui doivent envoyer des missiles qui coûtent entre 1 à 3 millions de dollars pour intercepter ces drones. Donc, si tu veux, déjà, ils ont un avantage, ils ont un levier en fait géopolitique énorme, c'est que pour eux, ils tiennent le détroit et une guerre qui dure longtemps, c'est pas un problème pour eux parce qu'économiquement et militairement, ils ont l'avantage dans ce conflit. Les Américains sont bloqués parce qu'en réalité, le stock de missiles qu'ils envoient justement à leurs partenaires au Moyen-Orient, chez Israël, n'est pas renouvelable en une année, c'est-à-dire qu'ils donnent plus de munitions qu'ils ne peuvent en produire. Donc Trump a été voir Lockheed Martin et tous ces producteurs d'armement américain en disant bonjour messieurs, veuillez augmenter la production. Et ils ont répondu oui, on va l'augmenter, mais ça va pas être aussi facile que vous pouvez le faire. Conséquence directe qu'ont fait les États-Unis, ils ont dit écoutez, les munitions qu'on donnait en Ukraine, on va les reprendre pour les donner à nos alliés au Moyen-Orient, notamment Israël.
Donc, si tu veux, comme disait Sun Tzu, toute guerre est basée sur la tromperie. Et aujourd'hui, Donald Trump s'affiche très fort. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans sa façon de négocier. Mais c'est pour ça que la semaine dernière, quand il a annoncé son cessez-le-feu, c'est exactement ce qu'on avait écrit dans nos lettres avec Olivier. Pour nous, c'est un bluff complet. On l'a écrit, j'ai même envoyé un communiqué de presse. C'était un bluff complet parce qu'en réalité, aujourd'hui, qui sont les réels grands perdants de ce conflit au Moyen-Orient? Ce sont les Européens, les Japonais, les Coréens. C'est-à-dire les pays qui importent de l'énergie. Les États-Unis, si les prix de l'énergie sont élevés, certes, ils auront un souci avec l'inflation. Certes, Donald Trump aura un problème pour les élections, donc les midterms qui arrivent en novembre. Mais en réalité, il va vendre du pétrole extrêmement cher à qui? Aux Européens. Il a même dit aux Européens, mais messieurs, consommez vos réserves stratégiques de carburant, de gaz, de pétrole. Le conflit sera terminé dans 2 semaines. Et notre ami Emmanuel Macron a dit, écoutez, c'est bon, le conflit se termine dans pas longtemps. Ne vous en faites pas, chers concitoyens français. On va taper dans nos réserves. Mais c'est ce qu'on disait, c'est une énorme bêtise parce qu'en réalité, les Américains sont en train littéralement de nous tromper. Hein. On va gaspiller nos réserves et puis ensuite, quand on n'aura plus rien, on devra en acheter. Alors auprès de qui on va en acheter? Soit les Américains, mais avec une marge très élevée, soit on va acheter du pétrole et du gaz russe, mais on va l'acheter via une marge qui est prise cette fois-ci par des intermédiaires qui soient indiens, turcs ou je ne sais où, hein, ça dépend d'où ça passera. Donc si tu veux, ni les Iraniens ni les Américains n'ont aujourd'hui intérêt à ce que ce conflit s'arrête trop précipitamment, trop vite. Et puis tu le vois, l'échec des négociations au Pakistan là ce week-end n'est que le reflet de tout ça. Et puis aujourd'hui, vous avez un VIX à 19, on est en dessous de 20, la volatilité est pas chère, donc le marché s'est calmé, mais pour moi, c'est le moment d'acheter de la volatilité avec un VIX à 20, des marchés aussi hauts. Je pense qu'on peut commencer au moins à se hedger sur ces positions. Et comme le disait Mathias, vous avez peut-être des investisseurs qui ont des positions de long terme. Bon, la volatilité étant redescendue, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de protéger des portefeuilles, sachant que ce conflit, à mon avis, ne va pas s'arrêter de sitôt? Ok, donc toi, tu vois une prolongation du conflit et une augmentation de la volatilité aussi sur les marchés financiers. Donc ça veut dire de l'inquiétude et de l'incertitude. Aujourd'hui, c'est très simple, hein, ni les États-Unis ni l'Iran n'ont intérêt à le faire. Pourquoi l'Iran devrait capituler? Et dans les demandes américaines, tu avais justement l'abandon du programme d'enrichissement en uranium pour leur programme nucléaire. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça aujourd'hui? Les Iraniens ont littéralement l'avantage dans la région. Ils mettent la pression à absolument tout le monde, ils envoient des drones, et puis en face, ils vont bientôt être à court de munitions. Même s'ils ont les fonds, ils débloquent des financements supplémentaires de façon militaire pour produire des missiles. Industriellement parlant, la production ne suit pas. Donc, ils vont être bloqués. Les Américains ont un seul recours, à la limite, ça serait d'entraîner les Européens dans ce conflit et d'utiliser les capacités, mais encore une fois, hein, les capacités d'armement et les stocks de munitions européennes sont très très faibles. On s'est affaibli parce qu'on envoie tout déjà en Ukraine. Alors maintenant, aller sans plus rouvrir un front au Moyen-Orient, c'est suicidaire pour l'Europe. Après, je pense que si on commence à apporter une touche européenne à la discussion qu'on a, le sujet vu d'Europe, il n'est pas tellement géopolitique, il est quand même très très macroéconomique, c'est-à-dire que dès que le pétrole repart, on remet sur la table l'inflation importée, la pression sur la croissance, le casse-tête pour nos banquiers centraux, et c'est là où le sujet il devient européen et là où il nous concerne et où ça remet une couche de problèmes supplémentaires. C'est ce que tu disais, Mathias, quand tu disais que en fait ce qui est flippant dans la situation, c'est qu'on passe d'une stratégie qui a l'air plutôt maîtrisée côté Trump à finalement une escalade complètement subie. On peut aussi dire ça de l'Iran. L'Iran, ils subissent depuis le début ce conflit, mais finalement c'est presque eux qui commencent à mieux maîtriser une partie de ce qui se passe. C'est parfaitement clair que l'Europe est perdante. Et la pression pour que l'Europe aille soutenir les États-Unis dans la libération du détroit d'Ormuz, elle est évidemment très forte de la part de Donald Trump, mais elle est aussi très forte du fait de la hausse des taux d'intérêt. Moi, c'est une des news qui m'a le plus marqué ces derniers jours, c'est le gouvernement français qui annonce que la hausse des taux d'intérêt depuis le début de la guerre va coûter à la France au moins 3,5 milliards cette année. Voilà. On est passé de tête de 3,30 à 3,80 sur le 10 ans français. Donc ça renchérit énormément le coût de la dette pour la France. C'est le cas aussi en Allemagne, c'est le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas en Italie aussi. Et ça, c'est finalement l'une des conséquences vraiment très difficiles
pour les gouvernements européens. Ça, c'est clair et net. En parallèle de ça, vous avez Donald Trump qui essaye à toute force de forcer les Européens à se réarmer, il me semble, Sylvain, hein, mais c'est une des lignes de force de l'administration Trump depuis un an, c'est d'encourager par tout moyen, y compris par la peur, la menace sur le Groenland, des prises de position extrêmement radicales de la part de l'administration Trump, pour forcer les Européens à se réarmer. Donc l'Europe est la perdante de la période actuelle, ça c'est clair et net. La Chine, probablement, est gagnante de l'affaiblissement américain actuel et de voir où sont les limites de l'armée américaine. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important actuellement pour les Chinois. Les Russes sont gagnants, puisque l'Europe, la semaine dernière, a augmenté de mémoire de 30% ses importations de gaz russes. Donc la Russie est gagnante de la période actuelle et elle sort renforcée sur le plan de la communication géopolitique également, puisqu'il y a quelques heures, je crois, le lapsus, Vladimir Poutine a proposé d'accueillir en Russie les 400 kilos d'uranium enrichi iranien enfouis dans le sol iranien. Donc ça permet à Poutine de se positionner comme un faiseur de paix, ce qui est pour le moins ironique dans la situation que nous connaissons en Europe de l'Est. À nouveau, pour le grand public et pour les investisseurs de long terme, à ce stade, et sans avoir les résultats d'entreprises qui vont reprendre cette semaine et qui vont nous donner aussi une vision d'où en sont les entreprises, je n'ai pas de raison de penser encore que il faut arrêter d'investir, si tu veux. Parce que, in fine, c'est ça, la question, Lilian, que les gens se posent, c'est est-ce que je continue ou pas? Et là, je voudrais juste terminer en disant que c'est l'occasion de rappeler à tout le monde que sur 25 ans, si tu rates les 10 meilleurs jours de bourse, tu perds la moitié de ta performance. Et les meilleurs jours de bourse, ils interviennent quand? Ils interviennent la semaine dernière, par exemple, juste après que ça ait fortement baissé. Et donc, pendant 15 ans de carrière, j'ai vu les particuliers, moi, être ce que les professionnels de la salle des marchés appelaient dumb money, c'est-à-dire l'argent bête. Pourquoi? Parce que dès que ça paniquait, ils vendaient tout, ils attendaient que ça remonte pour racheter. Donc ils n'avaient pas pris la hausse, le rebond, ils ne le prenaient pas, et donc leur performance de long terme était très mauvaise. Donc moi, mon enjeu actuel, c'est de bien montrer au grand public, aux investisseurs de long terme, que arrêter d'investir en ce moment, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, Sylvain, pour dire que à court terme, je vois très bien Donald Trump faire remonter la pression, d'autant que l'affaire Epstein, mais ça après c'est une supposition, remonte quand même assez fort sur le devant de la scène. Et depuis 3 mois, à chaque fois que ça a été le cas, il nous a sorti une Trumperie pour peut-être détourner l'attention. Mais je ne vois pas, malgré tout, Donald Trump être en situation d'encaisser un conflit qui dure comme ça encore plus longtemps sur la scène politique interne. Parce Donald Trump, politiquement, économiquement, il deal. Et probablement qu'il essaye d'affaiblir l'Europe, je ne serais pas étonné. Néanmoins, sur la scène politique interne, il y a un moment donné où la question du pouvoir d'achat, la question du dollar faible, la question d'une éventuelle récession aux États-Unis pourrait quand même le bloquer. À chaque fois qu'il a eu face à lui les épargnants américains, il a reculé Trump. Sans oublier que les pays émergents ont quand même encore des marges de manœuvre, et les pays européens aussi, pour vendre des actifs américains, ce qui augmenterait encore un peu plus la pression sur Trump. Donc je vois un Trump un peu plus affaibli que toi, Sylvain, dans la situation actuelle. Et je suis bien d'accord avec toi, Lorraine, que le sujet en Europe, c'est un sujet macroéconomique, parce qu'effectivement, on a déjà si peu de croissance potentielle en Europe, que si on la perd parce que les banquiers centraux savent plus quoi faire, c'est vraiment très problématique, quoi. Effectivement. Dernière remarque personnelle, mais Vas-y. je voudrais quand même vous rappeler qu'en France, on vient de passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive, on dépensera pas, quoi. Et donc
même si c'est très pénible pour beaucoup de gens dans notre pays, actuellement, je trouve qu'on est quand même en train de voir que quand la marée baisse, eh ben, la France n'a pas de maillot de bain, quoi. Et donc, ça rend le sujet de la dette, le sujet de la mauvaise gestion des finances publiques, beaucoup plus concret pour les gens. Voilà. Donc 3,5 milliards, ça fait mal quand même, rien que cette année. Mathias, j'ai l'impression que tu as envie qu'on fonce tout de suite sur le troisième sujet pour parler de la France. On va rester sur Trump parce que je pense que pour moi, il y a plein de choses à dire. On n'est pas tous d'accord sur ce sujet-là et je te rejoins d'ailleurs. Je suis un peu en contradiction avec ce que disait Sylvain tout à l'heure, mais je voulais faire une parenthèse. J'avais lu un article qui était sorti en tout début de conflit. Donc j'ai le titre sous les yeux. C'était alors je vais pas vous faire l'affront de le dire en anglais. J'ai un accent catastrophique, mais grosso modo, c'est un article de The Kobeissi Letter qui parlait du playbook de Trump. Et c'était un guide pour les investisseurs, un guide étape par étape pour surfer ce genre de moment. Et alors, ce qui était raconté en fait dans cet article, c'est que pour tous ces dossiers internationaux, que ce soit les tarifs douaniers l'année dernière, le Groenland, le Venezuela et donc ce conflit au Moyen-Orient, Donald Trump appliquait assez souvent une même stratégie, un peu une stratégie en fait de businessman, c'est-à-dire que il allait menacer d'action son opposant direct. S'il n'y avait pas de réaction, il allait passer à l'attaque finalement d'une certaine manière. Alors souvent il le fait le vendredi soir après la fermeture des marchés financiers parce que il sait que voilà, il veut pas trop impacter les marchés financiers avec ces dossiers-là. Et puis ensuite, on rentre dans une phase de négociation, de menaces, de à nouveau négociations, etc. Et systématiquement, le but de Trump, c'est d'atteindre des négociations et de trouver un accord qui lui convient avec les différentes parties en face de lui. Et on sait que voilà, lui, son objectif, c'est de pousser la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux pour relancer les marchés financiers. Donc moi, je vois pas en fait en quoi ce conflit, s'il s'éternise, il est positif pour Donald Trump. Peut-être pour les États-Unis d'une certaine manière, mais pour Donald Trump, ça n'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que voilà, moi, j'ai du mal à croire quand même qu'il va pouvoir continuer à laisser durer ce conflit-là. Parce que peut-être, Lorraine, on t'a pas entendu, enfin, on n'a pas entendu ton avis sur le sujet Donald Trump. Est-ce que t'as suivi ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est peut-être une très bonne, une très bonne page de son playbook, mais ça nous fait avancer vers un autre scénario, comment dire, du pire. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure, les marchés sont pas vraiment naïfs. Les marchés, ils sont restés hyper tactiques. Ils pricent la désescalade quand ils en voient une, ils pricent un cessez-le-feu quand ils en voient un, puis ils repricent le risque dès qu'ils comprennent qu'en fait rien n'est réglé sur le fond. Là, en gros, ce qu'on comprend, c'est que il y a personne qui dit tout va bien. Il y a personne qui dit non plus tout va mal, mais on a l'impression que le scénario du pire, il se matérialise pas. On se demande ce qui peut être encore pire que là maintenant les États-Unis qui bloquent. Donc j'ai même pas d'avis sur la situation parce que tout me semble tellement absurde. Par contre, à défaut d'avoir un avis, on parlait tout à l'heure de la Chine. Moi, j'ai un avis sur comment la Chine voit la situation en Iran. Moi, je pense que la Chine, elle voit trois trucs. Elle voit que clairement les États-Unis s'affaiblissent et que cette guerre en Iran, c'est une des illustrations que les États-Unis s'affaiblissent. Ensuite, je pense que la Chine, elle ressort renforcée de la situation et en particulier Xi Jinping, parce qu'on parle de Trump depuis tout à l'heure, mais on a parlé de Poutine, mais on peut parler d'autres incarnations. Xi Jinping en domestique, à l'intérieur de la Chine, il sort hyper renforcé de la situation parce que tout d'un coup, la Chine devient par essence un partenaire calme, posé, avec une vision, une stratégie. Et comme Xi Jinping, ça fait des années qu'en fait, il prépare les pires scénarios pour chez lui. Typiquement, ils ont un stock de pétrole, ils sont en train d'être en autonomie sur les semi-conducteurs, ils sont en train de s'autonomiser sur plein de choses. Donc Xi Jinping individuellement, il sort renforcé. Donc plus Trump en fait fait des choses imprédictibles, et plus finalement le patron chinois sort renforcé. Et puis on parlait de business. Peut-être que vous pensez que on pense que Trump a des idées business derrière dans la tête, mais le pays qui va le plus profiter de la situation quand il s'agira d'aller reconstruire ce qui a été détruit au Moyen-Orient, c'est les entreprises chinoises qui sont déjà, à mon avis, bien en train de se préparer pour aller récupérer tous les chantiers au Qatar, aux Émirats, etc. Et donc, voilà, mon avis, c'est plus la situation s'enlise, plus finalement c'est des opportunités pour d'autres pays et notamment la Chine, peut-être la Russie, j'ai moins de regard là-dessus, mais en tout cas pour la Chine, ça c'est sûr que la situation peut s'avérer de plus en plus positive.
Alors, on a Je sais pas entendu. si j'ai répondu à ta question. Si. Et d'ailleurs, bon, tu as fait une bonne transition sur la dernière question que je voulais vous poser. Mathias en avait aussi un peu parlé. On a compris, pour toi, qui sont un peu pour l'instant les gagnants, les perdants. Je voulais vous demander justement, et Sylvain aussi, avoir ton avis sur le sujet. Qui sont là, allez, les grands gagnants et les grands perdants pour le moment du conflit? Non, je pense que du coup, vous l'avez pas compris parce que j'ai jamais dit que Donald Trump était gagnant dans cette situation. Je disais Ah non, juste qu'en fait, justement, si moi, on moi je regardait disais les que Donald différentes zones Trump était économiques, gagnant. il y avait des zones économiques gagnantes, l'Amérique du Nord, la Russie, la Chine, les pays qui vendent de l'énergie avec une marge, et il y a des pays qui perdent, c'est-à-dire l'Europe, le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud, parce qu'ils importent en fait justement de l'énergie de ces zones-là. Non, grand gagnant, grand perdant, c'est une question un peu. Il faut voir sous quel prisme on le voit. Les grands perdants, dans tous les cas, ce sont les zones, enfin les civils. Hein. Il y a des milliers de morts, que ce soit en Iran, que ce soit au Moyen-Orient. Enfin, voilà. Après, si on parle de grands gagnants en termes de pays, aujourd'hui, vous avez, oui, l'Iran qui a peut-être un avantage sur les États-Unis et les pays de l'OTAN, même si l'OTAN, je pense que ça, c'est quelque chose qui va sauter d'ici peu. Parce que cette alliance n'a plus aucun sens en fait. Les intérêts divergent totalement entre les différents pays. Mais oui, aujourd'hui, on va dire qu'à date, le 13 avril, tu as peut-être l'Iran qui a un léger avantage, sachant qu'au final, ils ont quand même perdu leur ayatollah, donc leur leader, il y a quelque temps. Donc on peut pas parler non plus d'une victoire écrasante. Ils ont un léger avantage pour l'instant, un avantage tactique qui est justement dans une guerre d'usure, ils auraient justement la main haute. Mais voilà, c'est très compliqué. Hein. Je veux dire, il y a pas pour moi de vrais gagnants, vrais perdants. Ils ont perdu tellement de civils, ils ont perdu tellement de haut gradé que bon, c'est pas non plus une grosse victoire. Les États-Unis, bon, ils ont tué quelqu'un, enfin ils ont tué un des leaders sur place, mais ils ont affaibli leurs relations diplomatiques avec tous leurs alliés au Moyen-Orient. Je vous rappelle un peu que le deal du pétrodollar, c'était je suis l'Arabie Saoudite, je vends le pétrole en dollars et en échange, vous, mes chers amis américains, vous me protégez si jamais au Moyen-Orient il m'arrive des choses pas très sympathiques. Bon, aujourd'hui au Moyen-Orient, quand ça explose, les Américains n'ont pas rempli leur part du contrat. Ils n'ont pas aidé l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats à justement se protéger. Il y a une vraie, il y a une vraie aujourd'hui dichotomie dans la façon justement dont les États-Unis ont traité leurs alliés au Moyen-Orient et leurs alliés israéliens, parce qu'en réalité le vrai sujet il est là. Et ça forcément, on peut pas dire que les États-Unis sont gagnants dans ce conflit. Diplomatiquement, ils se sont mis à dos leurs principaux partenaires au Moyen-Orient. Donc tu vois, c'est pas, je pense qu'il y a vraiment pas de gagnant dans ce conflit pour l'instant. Hein. Là, c'est pour moi aujourd'hui quelque chose dont tout le monde sort perdant, et l'idée c'est de sortir le moins perdant possible. Et les vrais gagnants, ce sont les pays qui sont restés en dehors de tout ça calmement. La Russie qui nous vend maintenant son énergie beaucoup plus cher avec une marge et qui en plus profite du fait que les Américains retirent leur arsenal militaire du front ukrainien pour le redéployer autour du Moyen-Orient. La Chine éventuellement qui va pouvoir avoir un argument pour prendre Taïwan si ça devait se faire. Voilà, t'as peut-être ce bloc-là qui en profite, mais entre États-Unis et Iran, pour moi, je peux pas dire qu'il y a un pays plus qu'un autre qui a gagné ou qui gagne, parce que la situation est très mauvaise pour les deux. Ouais, carrément d'accord. Lorraine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire, si on doit résumer pour conclure, c'est que les gagnants, c'est toujours ceux qui profitent du désordre sans en payer le prix principal. Donc, on a parlé de la Russie qui bénéficie d'un pétrole plus cher. La Chine, on en a parlé, qui regarde une nouvelle fois les États-Unis un peu s'embourber au Moyen-Orient et qui en tire un avantage stratégique relatif, on va dire. Et les perdants, c'est tous ceux qui importent de l'énergie, donc une partie de l'Europe. Et au bout de la chaîne, les ménages, hein, nous, vous qui nous écoutez. Parce que quand l'énergie, ça devient une arme géopolitique, c'est toujours les pays consommateurs qui payent la facture, et beaucoup plus vite que ce qu'on le pense. Donc, au-delà évidemment des victimes civiles à déplorer et militaires aussi, c'est le coût pour les ménages qui va se faire ressentir très, 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 très concrètement. On a fait le tour, je pense, de ce sujet sur l'Iran. C'était extrêmement intéressant. C'était pas forcément très enthousiasmant pour les prochaines semaines, mais malheureusement, c'est les sujets d'actualité. Et ça nous fait d'ailleurs aussi une bonne transition vers le deuxième sujet de cette émission, puisque, comme je vous le disais, on voulait parler de Bitcoin. On a évoqué
assez rapidement le mot-clé pétrodollar. Tout à l'heure, je crois que c'était Sylvain qui en parlait. Pour vous donner un petit peu de contexte sur ce sujet d'actualité, c'est que dans les accords qui avaient été trouvés la semaine dernière entre les États-Unis et l'Iran, il y avait une petite ligne qui a accroché le regard notamment des bitcoiners, mais aussi de quelques médias qui en ont parlé. C'est le fait que Bitcoin était mentionné comme une monnaie qui pourrait être utilisée par les navires qui traversent le détroit d'Ormuz et qui transportent des barils de pétrole pour payer leur fameuse taxe de $1 par baril. On en arrive à ce stade où Bitcoin pourrait être utilisé pour la première fois, j'ai envie de dire, à l'échelle des États comme un moyen de paiement pour contourner les sanctions américaines qui sont imposées par l'Iran. Moi, je trouve ça assez fou. Enfin, je ne sais pas comment vous avez réagi à cette actualité-là. Sylvain, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc je te rends la parole et je te laisse approfondir ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ceux qui disent que voilà, c'est la fin du pétrodollar et que il y a un nouveau système qui va se mettre en place dans les prochaines semaines là, avec ce qui se passe actuellement sur le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors le dollar, pareil, j'ai une vision un peu à contre-courant. Donc nous, il y a pas mal de gens qui nous disent effectivement que le dollar est mort. Et sur le très long terme, je suis d'accord, on a un effet de dédollarisation quand on regarde justement le bilan des banques centrales. La part du dollar relatif était de 70% il y a peut-être une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on doit être à 49, quelque chose comme ça. Donc ça a bien baissé. Et effectivement, je suis d'accord. Sur le très long terme, il y aura très probablement des alternatives au dollar. Reste à voir quelle monnaie fera office de monnaie de réserve. Maintenant, aujourd'hui, à court terme, quand les gens me disent acheter plutôt de l'euro ou changer en euros et vendez le dollar, je suis un petit peu moins d'accord. Si vous voulez, le dollar aujourd'hui, depuis 2008, je vous rappelle qu'un euro valait 1,60 $ en 2008. Aujourd'hui, peut-être 16 ans plus tard, on est à même pas 2008, 2026, 18 ans plus tard, on est à 1,20, 1,17 je crois ce matin. On est descendu à la parité, voire même légèrement en dessous de la parité en 2022. Pour moi, aujourd'hui, si on devait, à la limite, stocker son épargne dans une devise alternative à l'euro, ça serait soit le dollar américain, soit le franc suisse. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'à chaque fois qu'un pays a essayé de sortir du dollar, on voit au final ce qui s'est passé. Vous aviez un véritable laboratoire de la dédollarisation au Venezuela. Pourquoi est-ce que Maduro a fini avec un jogging Nike et un casque et les yeux bandés? C'est parce qu'en fait, il a voulu vendre son pétrole aux Chinois en yuan. Et il a dit aux États-Unis, salut, on n'utilisera plus votre dollar. Les Iraniens ont fait pareil. Ils ont dit, bonjour, on va vendre maintenant notre pétrole aux Chinois en yuan et on va arrêter d'utiliser le dollar. À chaque fois que ça s'est passé, les États-Unis ont envoyé justement des B2. Voilà, c'est arrivé, on arrive, on bombarde tout le monde et puis on repart à zéro. Et je pense qu'ils défendront, en fait, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, leur dollar américain, parce qu'en réalité, c'est la seule chose qui leur permet de tenir. Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années grâce aux privilèges exorbitants que leur confère le dollar. Et le privilège exorbitant que leur confère le dollar, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de disposer de porte-avions un petit peu partout dans le monde et de pouvoir venir vous bombarder avec des B2 quand ils le souhaitent, voilà, sur simple décision d'un président. Okay, c'est ça la force du dollar américain. Alors maintenant, tant qu'on n'a pas un vrai ordre mondial multipolaire, le dollar américain reste au final une monnaie de réserve. On le voit, hein. Au début du conflit iranien, qu'est-ce qui s'est passé? On était à 1,20 sur le dollar, sur l'euro-dollar en début d'année, on est descendu à 1,14. D'accord? Là, on remonte légèrement à 1,17 parce que le conflit se calme, mais ça ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, nous qui sommes et qui avons du patrimoine en euros, on dépend, en fait, on a du patrimoine dans une monnaie qui est composée d'États surendettés. Hein. La zone euro, je vous rappelle que c'est l'Allemagne, mais c'est surtout aussi la France, l'Italie, l'Espagne, etc. En termes de démographie, c'est compliqué. En termes de dette, on en parlera tout à l'heure. C'est compliqué. La France aujourd'hui, je vous rappelle que le premier budget de l'État de la France, c'est 75 ou 77 milliards d'euros par an, c'est l'éducation nationale. En 2030, on va avoir un souci. Les intérêts de la dette française s'élèveront à peu près à 90, voire 100 milliards d'euros par an. D'accord? Donc bien supérieur. Ça sera le premier poste de dépense de l'État. Donc pour moi, la fin du dollar... Effectivement, le dollar est sur une tendance baissière. Maintenant, la fin du dollar dans les 2 ans à venir, je ne pense pas. Ce sera plutôt, à mon avis, l'euro qui souffrira avant le dollar dans les années à venir. Après, effectivement, il y a un mouvement de dédollarisation. À voir comment les États-Unis vont gérer cet ordre multipolaire qui se crée avec la Chine, avec le bloc Chine, Russie et potentiellement Inde,
Voilà. Mais il faut encore que ce bloc-là nous sorte une monnaie alternative de réserve. Et une monnaie alternative de réserve, c'est de la confiance. Et la confiance, ça se crée ou ça se crée soit sur justement la stabilité ou la peur. À voir maintenant laquelle des deux choisissent nos amis orientaux. Et justement, tu l'as pas mentionné, donc je suis obligé de te forcer un peu à le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Bitcoin comme justement alternative dans cette situation-là? Il n'est pas une monnaie déjà, en fait, c'est une erreur stratégique, c'est un actif à la limite. Un actif alternatif, c'est une très bonne classe d'actifs. Alors bon, le souci de Bitcoin, c'est que souvent on disait, investissez en Bitcoin, c'est un actif décorrélé. Au final, il est quand même fortement corrélé au marché action. Hein. Quand ça saigne sur les actions, ça saigne aussi sur Bitcoin. Donc le problème, c'est qu'on a un actif qui est corrélé. Mais c'est un actif à part entière. Maintenant, je n'irais pas le considérer comme une monnaie. Donc si la question c'est, on sort des monnaies fiat pour aller sur des monnaies alternatives, tu sais, un des gros arguments, moi j'ai quelques crypto-monnaies, je dois avoir peut-être 30 000 euros, 40 000, je sais même plus. J'ai une petite exposition là-dessus, ça me dérange pas pour jouer, mais c'est pas quand on me sortait l'argument il y a quelques années, acheter des crypto-monnaies, c'est une alternative au système financier traditionnel. Moi je leur disais, mais c'est une connerie, vous verrez que ça finira par, c'est un argument marketing, mais ça n'est en rien différent du système financier traditionnel. Preuve en est aujourd'hui qui sont les plus gros market makers, les faiseurs de liquidités, les faiseurs de mouvements de marché. Aujourd'hui, vous avez toutes les plus grosses institutions financières de Wall Street et du monde qui tiennent le marché crypto, qui font du pump and dump, qui jouent avec les zones de liquidité, qui, comme en début d'année, là, ont défoncé les ordres stop. Là, vous savez, vous aviez un levier absolument monumental en début d'année sur le Bitcoin. Ils ont fait sauter tous les ordres longs. Ils ont liquidé en fait l'open interest. Donc, si tu veux, pour moi, c'est déjà le Bitcoin n'est pas une devise, c'est une classe d'actifs alternative. Malheureusement, elle n'est pas décorrélée des marchés financiers, elle est fortement corrélée. Donc, il faut le jouer comme limite comme une action, en fait, tu vois, dans le fondamental, mais pas comme une devise. Ça n'est pas une devise. Bon, je pense que tu parles de crypto-monnaie comme, tu mets Bitcoin et les cryptos dans le même sac. Je suis un peu d'accord avec toi pour dire que effectivement, il y a des grands acteurs de Wall Street qui sont entrés à fond dans l'industrie crypto. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je pense le marché crypto peine aujourd'hui. Et quand je parle du marché crypto, je parle de tout ce qui n'est pas Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif à part. C'est effectivement, à mon sens, avant toute chose, un potentiel étalon mondial de mesure de la valeur, un potentiel actif refuge. Mais on ne peut pas enlever son caractère de monnaie. La preuve... Ça n'est pas un actif refuge. La preuve en est, quand il y a une crise, les gens le vendent. C'est sa thèse. Ça ne peut pas être un actif refuge. Ça n'est techniquement pas... En fait, si tu veux, Lilian, il y a un sujet sur ce sujet Bitcoin, et je laisserai la parole à mes camarades juste après, mais on ne peut pas appeler le Bitcoin actif refuge, car quand ça saigne, c'est un des actifs qui est vendu. Ce n'est pas... Bon, j'ai rien, je ne suis pas un djihadiste pro-Bitcoin, anti-Bitcoin, j'en ai rien à faire. Je dis juste que froidement, le Bitcoin, quand ça saigne, tout le monde le vend en portefeuille. Et quand ça va bien dans le monde, tout le monde en achète. Donc, ça n'est pas un actif refuge. Un actif refuge, c'est quelque chose, quand tout saigne, ça tient. L'or, ça tient. Le Bitcoin, ça tient pas. Quand ça saigne sur les marchés, on liquide du Bitcoin. On est d'accord. C'est pour ça qu'on parle de thèse. La vision de Bitcoin, c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs potentiel étalon mondial de mesure de la valeur et pas actif refuge tout de suite. C'est une thèse, et là où je te rejoins évidemment, c'est la raison pour laquelle nous chez Oak Research on estime actuellement que malheureusement pour les prochains mois, les prochaines années, on risque d'avoir beaucoup moins de volatilité, en tout cas beaucoup moins de potentiel haussier sur Bitcoin, parce que c'est devenu un actif macro qu'il est corrélé à la finance traditionnelle et qu'il y a quasi aucun scénario dans lequel on va préférer choisir le Bitcoin à l'or ou le Bitcoin aux actions dans un portefeuille d'investissement quand on est en TradFi aux États-Unis. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, je te rejoins pour l'instant par rapport à Bitcoin. En revanche, là où je te rejoins pas, c'est sur l'aspect monnaie. Bitcoin a été conçu comme une monnaie. La preuve, il pourrait totalement être utilisé par l'Iran comme un moyen de paiement alternatif pour payer ces fameuses taxes dans le détroit d'Ormuz, ce qui en fait de facto une monnaie à partir du moment où on peut se l'échanger. Donc, on reviendra sur ce sujet. Lilian, tu peux échanger une voiture aussi, mais est-ce qu'une voiture est une monnaie ?
Oui, alors si on part sur Tu cet vois ce que je veux aspect-là, dire? Donc, on va s'échanger des voitures dans le détroit d'Ormuz. On peut s'échanger non, mais directement des taxes en baril effectivement, de on peut pétrole. Ça pourrait s'échanger fonctionner aussi. des diamants pour échanger de la valeur, mais les diamants ne sont pas une monnaie. Le principe même d'une monnaie, je laisserai Lorraine discuter ce qu'elle a levé la main, je pense qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire, mais le principe d'une monnaie, c'est de la stabilité. Alors bien sûr, vous me direz le dollar ou toutes les autres monnaies en 20 ans, 30 ans, avec l'inflation, ont perdu 90% de la valeur, certes, mais le principe d'une monnaie, c'est de rester plus ou moins stable. Une monnaie qui voilà, garde aussi de 5% par an, à la hausse comme à la baisse. Voilà, ça, c'est le principe et c'est la caractéristique d'une monnaie. Le Bitcoin, aujourd'hui, est beaucoup trop volatile pour être considéré comme une monnaie. Ou alors, ça serait le monnaie d'un pays ou d'une économie en souffrance, tu vois. Ça serait l'équivalent d'une lire turque. Mais voilà, c'est pas une monnaie. Voilà. Mais bon, je vais laisser la parole aux autres. Je vais te donner la parole, Lorraine, parce qu'effectivement, on a mis un petit débat sur Bitcoin, mais c'est toujours intéressant. Et en tant que plutôt pro Bitcoin, j'avais quand même un peu envie de répondre à Sylvain. On aura l'occasion, dans tous les cas, dans d'autres émissions, de continuer à débattre ensemble. Sylvain, je préparerai d'autres arguments pour revenir t'embêter sur ça. Mais je pense qu'on peut continuer le débat. Moi, je serais d'accord pour dire qu'on a un signal hyper intéressant avec l'Iran qui envisage des paiements en crypto ou en yuan, d'ailleurs, en renminbi, en monnaie chinoise, on va en reparler, pour le détroit d'Ormuz. Mais dans les faits, on le sait, c'est quasiment inapplicable parce que, vous le savez mieux que moi, et surtout toi, Lilian, mais à cause des sanctions et des contraintes techniques, ça serait compliqué. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est qu'effectivement, on voit que la crypto, en tout cas Bitcoin, commence à être utilisée comme un outil de contournement géopolitique et pas juste comme actif spéculatif. Moi, c'est ça que je retiens. En gros, et puis il y a un chiffre que j'ai, je crois que c'est dans The Economist ou sur Bloomberg que j'ai vu ce chiffre. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ils auraient fait transiter plus de 3 millions de dollars via les réseaux d'actifs numériques l'an dernier. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un peu ce que tu commençais à dire, Lilian, c'est que Sylvain, pardon, c'est que il faut faire attention à pas généraliser parce que les pays qui utilisent Bitcoin, ça reste quand même des pays qui n'ont pas d'autres solutions, qui le font par contrainte, pas par choix. Les grandes économies qui peuvent faire autre chose que d'utiliser du Bitcoin, elles le font en gros, ou alors elles se servent de Bitcoin à côté. Donc moi je dirais le fait que l'Iran accepte Bitcoin ou en tout cas soit content d'utiliser du Bitcoin pour se faire payer son péage dans le détroit d'Ormuz, c'est pas une révolution monétaire, mais c'est le système, c'est quand même, la preuve que on a un monde qui se fragmente d'un point de vue monétaire et que quelque part, il y a toujours le dollar d'un côté, mais il y a Bitcoin en plus. Et en plus de Bitcoin ou du dollar, il y a même le yuan. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait partir aussi sur le débat SWIFT dans ce cas-là et dire que là les Chinois dans le détroit d'Ormuz, ils sont en train d'utiliser leur cross-border interbank payment system qui est l'équivalent chinois du yuan, de SWIFT, qui permet de payer en yuan. Donc on voit bien qu'au final, Bitcoin devient une brique à l'intérieur d'un mur de briques de monnaie ou de moyens monétaires alternatifs. Alors après, pourquoi l'utiliser plutôt qu'un autre, etc. Chacun fait son arbitrage. Je sais pas si Mathias, t'as de quoi alimenter le débat sur Bitcoin dans le détroit d'Ormuz, mais je suis sûr que t'as quelque chose à dire d'intéressant. Alors moi, je vais pas vous parler de Bitcoin. Donc le pétrodollar, le système du pétrodollar, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'un des déterminants majeurs de la situation actuelle. Parce que, en gros, ça fait à peu près 3 000 milliards de dollars chaque année que les pays comme la France sont obligés d'acheter pour pouvoir acheter du pétrole. Et ça fait un afflux, ce que Sylvain, tu appelais tout à l'heure l'avantage exorbitant. Oui, le privilège du dollar, oui, effectivement. Le privilège exorbitant du dollar. Et entre autres, ça vient soutenir l'économie américaine, alors que l'économie américaine est extrêmement déséquilibrée, avec 30 000 milliards de dettes de mémoire. C'est-à-dire que la France à côté, on est des rigolos, quoi. Sans le pétrodollar, sans l'Arabie Saoudite qui achète ensuite des obligations américaines, sans tous ces pays qui doivent acheter des dollars pour pouvoir acheter du pétrole, l'économie américaine ne tiendrait pas. Et ce qui m'amène à une remarque sur les monnaies, justement, pour répondre à Sylvain et Lilian tout à l'heure. Pour moi, une monnaie, ça s'appuie quand même sur une puissance. C'est-à-dire que le dollar s'appuie sur l'armée américaine. L'euro s'appuie sur l'industrie allemande et le nucléaire français.
Je simplifie à l'extrême. Et le yuan s'appuie sur la capacité économique chinoise et demain l'armée chinoise. Et le bitcoin s'appuie sur la valeur de foule, c'est-à-dire la croyance qu'ont les gens que bitcoin va être un système alternatif. Moi, je voudrais enlever bitcoin de l'équation parce que ce qui peut remplacer le pétrodollar pour les États-Unis, c'est pas le bitcoin, c'est les stablecoins. Les stablecoins, aujourd'hui, c'est 300 milliards. Et vous allez voir, j'arrive à une actualité de la semaine dernière. Mais ces 300 milliards, c'est donc 10% des 3000 milliards annuels du pétrodollar. Mais néanmoins, quelqu'un qui veut utiliser des stablecoins pour payer, ou en tout cas l'émetteur du stablecoin, il doit avoir des dollars ou des bons du trésor américain en face. Donc plus les gens vont utiliser les stablecoins dollars, plus l'économie américaine va être soutenue un peu de la même manière qu'avec le pétrodollar. Donc, si les États-Unis ont eu une approche tellement pro-régulation des cryptos ouverte, soutenante, à mon avis, c'est pour les stablecoins. Et Bitcoin, je vois très très bien un jour les États-Unis et la Chine le ban, le faire disparaître, d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'amène à ma prédiction scandaleuse sur le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin ira un jour à genre 1 million, ou 500 000, 1 million, enfin un montant délirant, et qu'ensuite, il ira à 0. Mais c'est ma vision personnelle du sujet. Donc, pour moi, ce qui se joue actuellement, on l'a rappelé, c'est le pétrodollar, c'est évident. Ceux qui ont essayé d'en sortir, ils ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Voilà, on pense évidemment à Kadhafi, qui voulait utiliser la lire africaine. On pense avant lui à Saddam Hussein et à l'Irak, qui voulaient vendre le pétrole en euros au début des années 2000. Évidemment, Maduro au Venezuela, aujourd'hui l'Iran, parce que les États-Unis ne peuvent pas se passer de cet afflux de 3 000 milliards d'achats de dollars chaque année. Ça peut être remplacé par les stablecoins, sauf que l'industrie bancaire américaine, la semaine dernière, vient de mettre un sacré coup aux stablecoins dans la nouvelle version du Clarity Act, qui est censé clarifier le statut des actifs crypto dans la loi aux États-Unis. Dans cette nouvelle version, les stablecoins ne peuvent pas payer d'intérêt aux particuliers, à ceux qui les détiennent, comme on peut le faire avec du dollar, de l'euro, puisqu'il y a un taux d'intérêt sur les monnaies. Et ce changement-là qui a été mis dans la loi américaine, qui est encore un brouillon, par les banques américaines qui ont peur de la concurrence des stablecoins pour les dépôts bancaires, ça peut freiner les stablecoins. Et si on freine les stablecoins, on affaiblit les États-Unis. Donc, en ce moment, mon sujet à moi, c'est plutôt à quel point les stablecoins vont être ultra dominants en dollars plutôt que Bitcoin lui-même. Enfin, je rappelle qu'il y a quelques jours, Google a lâché une mini-bombe quand même. Je crois que c'est Google, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est l'ordinateur de Google. Ouais. Google a dit quelque chose du style peut-être qu'on pourrait casser Bitcoin, mais on ne va pas dire comment. Et peut-être que c'est bien si vous passiez à une cryptographie quantique, nos amis des cryptos. Voilà, je ne suis pas technicien, je sais à peine brancher ma box, moi, mais c'est ça que j'ai compris. Et c'est quand même un sujet absolument majeur pour Bitcoin. Donc, entre les menaces que font peser l'armée chinoise et l'armée américaine sur Bitcoin et les menaces technologiques du quantique, moi, je mettrais plutôt un billet personnel sur les stablecoins que les États-Unis, à mon avis, là, pour le coup, vont défendre coûte que coûte. Voilà. Parce que c'est leur alternative au pétrodollar à terme. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on dédie une émission complète pour Bitcoin, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire dans ce que tu viens de raconter. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur plein de choses. Par rapport à Bitcoin, moi, je ne pense pas qu'il tombera à 0 pour le simple fait qu'il y aura toujours des gens qui mineront du Bitcoin et qui feront tourner le réseau. Et à partir du moment où il y a des gens qui en ont besoin, Bitcoin continuera d'exister. Maintenant, bon, on ne va pas rentrer non plus trop profondément dans les discussions. Tu as dit deux choses intéressantes. Tu as parlé des stablecoins et tu as parlé du Bitcoin sous l'aspect de
du quantique. Alors pour faire une parenthèse sur le quantique, ça fait évidemment des années et des années qu'on en parle et qu'en parle la communauté des bitcoiners et des développeurs de Bitcoin. C'est un sujet qui est connu. On sait que ça allait arriver un jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet de tension, c'est sur effectivement donc les adresses sur lesquelles vous détenez vos bitcoins. Ces adresses-là, elles peuvent être mises à jour elles pourront dans quelques temps être mises à jour pour répondre à cette problématique du quantique. Le vrai sujet, par contre, c'est sur le sujet des adresses qui ont été créées il y a des années et qui n'ont plus bougé depuis. Notamment les adresses du fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui n'a pas bougé depuis plus de 15 ans. Et lui, il a des milliards et des milliards de dollars en Bitcoin qui, s'il ne met pas à jour ses adresses, alors il y a effectivement un risque potentiel avec le quantique de pouvoir récupérer la clé privée, comme on appelle, donc en fait le code d'accès finalement à ces adresses-là, et donc mettre la main sur ces bitcoins. Et ça, effectivement, pour moi, c'est un enjeu assez compliqué. Donc voilà, on en reparlera peut-être dans une autre émission. Et pour relancer sur le sujet des stablecoins, effectivement, je pense que la stratégie de Donald Trump d'être le candidat pro-crypto, le président pro-crypto, c'est pas parce qu'il était intéressé par les valeurs de Bitcoin ou par ce qui se passait dans l'écosystème crypto, c'est qu'il savait qu'il y avait un enjeu majeur avec le fait d'imposer le dollar dans le paysage des stablecoins, parce que ça lui permettait notamment de pouvoir continuer sa stratégie d'extraterritorialité du dollar par le biais des stablecoins dans un écosystème qui se développe énormément. Et effectivement, d'ailleurs, je précise que dans cet accord qui avait été trouvé la semaine dernière entre les États-Unis et l'Iran, il y avait le Bitcoin, mais il y avait aussi les stablecoins qui étaient mentionnés comme potentiel moyen de paiement. La seule différence, c'est que Bitcoin ne peut pas être censuré. Personne ne peut dire l'Iran, vous ne payerez plus à partir de maintenant en Bitcoin parce qu'on vous bloque. Personne ne peut le censurer. En revanche, les stablecoins, l'USDC et l'USDT, qui sont les deux plus gros stablecoins du marché, donc Tether et Circle, deux entreprises américaines, eux, par contre, ils peuvent complètement décider arbitrairement de bloquer les transactions de certains navires ou de certains représentants iraniens s'ils le veulent et bloquer leurs fonds. Ça, ils peuvent le faire. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'ils passeront par cet intermédiaire des stablecoins puisqu'ils savent qu'ils peuvent se faire bloquer à tout moment. En tout cas, on a quand même pas mal pris de temps pour parler de Bitcoin. Peut-être, allez Lorraine, on t'a moins entendu sur le sujet. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur ce débat des stablecoins comment toi tu vois ça, stablecoin, Bitcoin Moi, je crois que le vrai risque, c'est l'émergence de stablecoins non adossés au dollar. Ça, c'est le pire scénario pour tout le monde, du coup. Ça ferait des stablecoins, genre, par exemple, portés par la Chine en yuan, ou des stablecoins multi-devises indexés sur les matières premières. Alors là, c'est une vraie menace pour les pétrodollars, typiquement. Plus besoin de dollars pour acheter du pétrole, et puis la fragmentation totale du système monétaire international. Non, je pense que vous avez dit suffisamment de trucs très intéressants. En vrai, reste que les stablecoins, c'est intéressant. Tout à l'heure, je parlais de briques en disant qu'il y a plein de briques de paiement et qu'on est sur une fragmentation du système monétaire mondial. Mais les stablecoins, c'est aussi intéressant de les regarder sous un angle de privatisation de l'argent, privatisation de la monnaie. Donc, pour moi, c'est une illustration de la fragmentation une illustration de plus de cette fragmentation qui est en cours. Retour en France. Puisque la semaine dernière, donc vendredi dernier, l'agence de notation Moody's qui devait partager donc ou mettre à jour la note souveraine de la France, et on a appris donc qu'ils ont maintenu cette note. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est est-ce que c'est plutôt un signe de confiance envers la France? Bon, je suis pas sûr. Ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est un petit sursis qu'on offre à la France avant avant que le coup près tombe en fait lors de la prochaine notation? Qui veut démarrer sur ce sujet-là? Allez, Lorraine, je te donne la main parce que je sens que tu as des choses à raconter.
Non, pas vraiment. On a déjà eu tellement de fois cette discussion avec Mathias. Chaque fois qu'il y a une note qui change, je crois que c'est la 10e fois qu'on a cette conversation. Bah, c'est plutôt un sursis. On respire, mais on n'est pas sorti d'affaire. En gros, bah, c'est pas un vote de confiance, hein. C'est une sorte de délai supplémentaire qu'a donné Moody's. Pour moi, les fondamentaux, ils restent fragiles. On le sait, déficit élevé, dette importante. C'est toujours l'incertitude politique chez nous, même si on a l'impression que, évidemment, comparé à ce qui se passe dans le reste du monde, c'est moins fort. Mais les agences, Moody's comme les autres, elles attendent aujourd'hui des décisions concrètes, des actions. Et bah, est-ce qu'on a les moyens d'agir? Donc en fait, ouais, complètement sursis, parce que à la prochaine notation, enfin la question c'est est-ce que le problème c'est notre dette ou c'est notre politique, quoi. C'est un peu les deux, hein, Mathias? Encore une minute, monsieur le bourreau. C'est ce que disaient les nobles avant de se faire décapiter pendant la Révolution française. Euh, je pense qu'on est à la toute fin, là, du village Potemkin de gestion financière de notre État, si tu veux. Euh, le problème de la dette française est devenu absolument catastrophique pour une raison simple. Le taux de la dette est plus élevé que la croissance. Je vous simplifie ça à l'extrême, mais en gros, la situation actuelle met la trajectoire de la dette française hors de contrôle. C'est-à-dire que quand tu as une dette dont le taux que tu payes est supérieur à ta croissance, c'est très 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 mauvais signe. Parce que ça veut dire que tu n'arrives plus à créer suffisamment de richesse pour rembourser ta dette. Ensuite, le commentaire de Moody's et le satisfecit absolument scandaleux du gouvernement français sur le fait que le déficit en 2025 a été moins élevé que prévu, c'est, à mon sens, complètement lunaire. Parce qu'en fait, si le déficit public français a été moins élevé que prévu l'an dernier, c'est parce que les impôts ont augmenté. La pression fiscale a été plus forte. Donc c'est pas parce qu'on a fait des économies, c'est pas parce qu'on a eu plus de croissance, c'est parce que la pression fiscale a été encore plus forte. Donc c'est voilà, je dirais que c'est aussi bête que le mec qui essaye de se remettre d'une gueule de bois en rebuvant un verre, quoi. C'est une technique que peut-être plus jeune, on a tous essayé au moins une fois. Et s'il y en a qui n'ont pas encore essayé, je vous confirme, ça ne marche pas. C'est pas une bonne idée. Donc la situation actuelle de notre pays, c'est pour moi la situation des dernières minutes, quoi. C'est-à-dire qu'on est à l'aube d'un changement très profond, soit politique, soit économique, en France, parce que le pays ne va plus pouvoir continuer comme ça. Voilà. On ne peut pas être ceux qui aident le moins, ceux qui en font le plus, continuer à gaspiller l'argent public massivement, arrêter d'investir. La consommation est en train de s'effondrer, l'investissement des entreprises est en train de s'effondrer, le budget de l'État ne comporte quasiment plus d'investissement. C'est quand même complètement dingue, quoi. Donc, je dirais que si j'étais taquin, je rappellerais à nos auditeurs que les meilleures performances économiques de la Belgique, c'était quand ils n'avaient pas de gouvernement, et que l'Espagne, qui n'a pas pu faire de budget depuis 4 ans, et qui a le même budget depuis 4 ans, a ses meilleures performances à ce moment-là. Donc peut-être que ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'instabilité politique arrive à un stade où on n'a plus de politique. Peut-être que là, les Français pourront relancer la France. Donc on a été dégradé en Ligue 2 mondiale de la dette par Fitch déjà. Moody's y viendra, c'est inévitable. On n'est pas en train de faire des économies et surtout, on n'est pas en train de faire la réforme des retraites. Par réforme des retraites, je n'entends pas on part à 70 ans avec des pensions de misère. Hein. J'entends une vraie refonte complète du système de retraite en France. Il est possible en France de faire une refonte du système, une adaptation du système pour permettre aux gens de partir à la retraite pas trop tard et avec des pensions bien meilleures. C'est le fond du problème. Parce que 500 milliards de dettes en 15 ans pour payer les retraités, c'est ça. Les grosses masses, c'est ça. Et là, on tape en ce moment sur les 4 milliards de dépenses du secteur public audiovisuel. Je rappelle juste que les retraites, cette année, c'est probablement quelque chose comme 80 milliards. Si en France, on a les fonctionnaires
qui coûtent les plus chers de l'OCDE à l'État, mais qui sont parmi les moins bien payés en net de l'Europe, c'est parce que entre leur salaire net et leur salaire brut aux fonctionnaires, il y a les retraites. Donc c'est un sujet qui a été extrêmement mal porté politiquement. Moi, je trouve que Moody's nous a probablement fait une fleur, parce que là, on vient quand même de prendre 60 points de base d'augmentation sur le 10 ans en un mois et demi, et qu'ils ont sans doute pas vu le coup de taper dessus maintenant. Mais la situation économique française est mauvaise, la situation de la dette française est catastrophique, et on n'échappera pas à une réforme très profonde de la cause de cette dette publique. Et la cause de cette dette publique principale, c'est le système de retraite. Voilà. Les chiffres sont camouflés. On nous parle de 5 milliards de déficit cette année, alors que le chiffre est plutôt de 70, 80. On nous dit pas, quand on nous dit qu'on augmente le budget de l'éducation nationale, qu'en fait la moitié de l'augmentation du budget, c'est juste pour payer les retraités. Voilà. Donc il y a des termes techniques en comptabilité nationale qui sont utilisés pour cacher cette réalité. La réalité, c'est que c'est le système de retraite le problème principal, et que ce système de retraite non réformé est en train d'emmener le pays dans un mur économique total. Tu rajoutes par-dessus une couche de bureaucratie qui tue les entreprises, et alors là, tu es dans la situation actuelle, c'est-à-dire effondrement de la consommation, baisse de l'investissement des entreprises et des particuliers, surépargne peu productive, parce que tout le monde ne nous a pas encore écoutés, et voilà, c'est une situation qui est très mauvaise, et qui ne peut se solder que par une refonte à un moment donné. Et si on ne le fait pas nous, les autres nous l'imposeront. Donc, je suis très en colère contre Moody's, parce que je pense que plus on retarde l'échéance, plus grave ce sera. Je rappelle que la Suède a fait la réforme des retraites, dont on a besoin, nous, dans les années 90, alors que les problèmes étaient déjà présents en France, et que, voilà, donc c'est de loin le sujet numéro 1, quoi. Pour moi. Effectivement, je voulais qu'on parle un peu de cet aspect-là politique. C'est comme ça que je l'ai introduit tout à l'heure, hein, le fait qu'il y ait justement une sorte de barrière politique qui nous empêche d'avancer sur des sujets de fond qui sont importants et qui font que justement on est en train de chaque année monter d'un étage dans l'escalier, et que d'ici quelques années, on se retrouvera à devoir sauter du 20e étage, et là on ne sera plus une petite fracture de la cheville, on va se faire juste... on va y passer, quoi, tout simplement. Et je voulais quand même faire une petite parenthèse sur les chiffres. On parle de 3400 milliards d'euros de dette, et bientôt 70-80 milliards d'intérêts par an. Je crois que c'est toi qui l'évoquais tout à l'heure, Sylvain. On est en train de basculer dans un schéma où rembourser sa dette devient le premier poste de dépenses de l'État, tout simplement. On t'a pas trop entendu sur ce sujet, mais tout à l'heure tu l'as évoqué. J'ai l'impression que tu étais aussi un peu remonté à ce sujet, donc j'aimerais bien avoir ton avis. C'est tous les sujets qu'on porte, moi, Olivier, Charles Gave, là, depuis 2000. Alors moi, depuis 2019-2020 avec eux, ils ont commencé ce travail déjà depuis 2010-2012, je crois. Et je les remercie, parce que ils font partie de ceux qui ont, et puis même moi, quand je les rejoins en 2020, on a pris des coups dans les médias, dans tout le monde, parce qu'on passait pour des savants complotistes. Aujourd'hui, vous avez le quidam moyen qui commence à comprendre, mais en réalité, ça, ce sont des sujets, comme l'a dit Mathias, dont les politiques, en fait, sont au courant depuis même les années 80, 70-80, ce problème démographique et ce modèle qui a été construit sur la répartition pure, c'était forcément voué à l'échec. Alors maintenant, on va peut-être parler de l'avenir, parce qu'effectivement, je pense que l'audience a compris un peu le souci, hein. Vous avez aujourd'hui un travailleur pour un retraité, et puis dans le futur, il y aura 0,5 travailleurs pour un retraité. Donc si vous avez 30 ou 40 ans aujourd'hui, effectivement, il y aura un petit problème. Le vrai sujet, et tu l'as mentionné, c'est pourquoi est-ce qu'au final, ce sujet n'est pas adressé politiquement, pour une raison qui est évidente, hein. Les jeunes, en pourcentage, en proportion de vote, ne sont pas suffisamment nombreux. Les moins de 40 ans aujourd'hui en France, dans les élections, hein, si on devait déterminer un pourcentage, ils comptent pour à peu près 30-35% des voix. D'accord ? On est sur un pays âgé, donc les plus de 40 ans représentent tout le reste, d'accord ? Donc quasiment 65% des suffrages. Et donc en réalité, les politiques
vont là où il y a justement un marché électoral, hein, c'est toujours pareil. On va draguer les électeurs et comment est-ce qu'on drague les électeurs qui représentent 2 tiers des suffrages? Eh ben, en disant ce que ces électeurs ont envie d'entendre et c'est assez logique. Bah, ces personnes qui sont un peu plus âgées et veulent une retraite. Une retraite et veulent continuer sur ce système. Et donc on a un vrai sujet. Si tu veux, l'avenir des jeunes n'est pas la priorité car les jeunes, en proportion par rapport aux plus âgés, ne sont suffisamment pas, enfin ne pèsent pas suffisamment politiquement en termes de voix. Et on en revient toujours au même problème, c'est que, et c'est ce que je dis aujourd'hui, pareil, ça c'est une idée un peu contrariante, hein. Si vous êtes aujourd'hui ambitieux, que vous avez moins de 40-45 ans, pour moi, il est évident qu'il faut partir de France. Si vous restez en France, bah, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce avec la Troïka après 2008, hein. Ils ont un pays où ils étaient imposés à plus de 60-70%. Tous les jeunes grecs qui avaient 20 ans à l'époque, moi j'étais en école de commerce, il y en avait plein qui venaient en Allemagne à l'époque pour refaire leur carrière, et un peu comme en Italie actuellement. Tous les jeunes de pays comme ça qui sont en faillite et qui vont se prendre le FMI partent, d'accord? Donc ça veut dire qu'en plus, votre modèle qui repose sur la répartition, sur le fait qu'il y ait de plus en plus de nouveaux qui payent pour les anciens, il va encore plus s'assécher. D'accord? Donc pour moi, si tu veux, cette addition, on va la payer dans pas longtemps et j'ai une timeline assez précise dans ma tête. Pour moi, pourquoi est-ce qu'aucune grosse mesure n'a pas encore été annoncée par nos politiciens? C'est qu'il y a les élections en 2027, les élections présidentielles. Une fois que les élections présidentielles sont passées, vous aurez, à mon avis, des hausses de fiscalité, des mesures dans tous les sens qui vont tomber. D'ici 2030, c'est très simple, hein. L'intégralité des recettes de l'impôt sur le revenu, si je dis pas de bêtises, c'est 90 à 100 milliards par an. D'accord? Sachant que les recettes de l'impôt sur le revenu aujourd'hui en France, on les maintient car on augmente les contrôles. D'accord? Ce n'est pas ça n'est pas le stock de revenus des Français qui monte car il y a de plus en plus de richesses qui est créée et générée. C'est parce qu'on fait de plus en plus de contrôles grâce à l'intelligence artificielle et qu'on va raquer les fonds de tiroir que ce chiffre se maintient, voire même augmente légèrement. Et alors que on entend justement beaucoup en ce moment des gens qui sont pas du tout en accord avec ce que tu dis, et notamment des économistes. Et pardon, je crois que c'était dans le média Le Crayon justement que l'économiste Thomas Porcher avait été reçu, et lui, il disait que pour lui, en fait, la dette n'avait, comment dire, il n'y avait pas de risque avec le coût de la dette, que c'était pas du tout un problème pour la France d'avoir une telle dette qui était en telle Effectivement, augmentation. Alors, avec tout le respect que j'ai pour un économiste de gauche, hein, d'ailleurs, si un économiste est de gauche, en général, c'est qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'il ne comprend pas son sujet, qu'il ne maîtrise pas en fait l'économie. Son argument principal à notre cher Thomas Porcher, c'est la France peut s'endetter de façon illimitée, nous avons du patrimoine, hein. On hérite d'une dette, mais aussi d'un patrimoine. Effectivement, je ne savais pas qu'on allait aujourd'hui pouvoir vendre la Tour Eiffel aux Américains et récupérer un peu d'argent là-dessus. Et donc, c'est stupide, en fait, c'est idiot. On vend le château de Versailles pour financer quoi? Pour financer les transitions de genre et la retraite. Ça veut rien dire, c'est stupide. Aujourd'hui, il faut raisonner en termes de flux de trésorerie. Quels sont les flux de trésorerie de la France? D'accord? Les flux de trésorerie sont les prélèvements obligatoires. D'où viennent-ils? Tout simplement du fait que vous taxiez les entreprises et les particuliers. Si les entreprises et les particuliers partent, car justement la pression fiscale est trop élevée, qu'est-ce que vous faites? Vous faites plus rien. Alors vous avez beau vendre la Tour Eiffel une fois que vous avez vendu tout le patrimoine français, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, ça veut juste rien dire. bon. Je vais te demander aussi ton avis, Lorraine, peut-être par rapport à ce sujet. Et j'avais aussi réservé une petite question pour vous, pour essayer de simplifier, parce que là, c'est quand même des débats où, pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément très experts de ces sujets-là, ils savent pas vraiment comment ça se répercute sur leur vie de tous les jours. On parle quand même donc d'une dette qui est en hausse, de cette notation qui impacte Enfin, d'ailleurs, je peux te poser cette question-là à toi. Comment est-ce que cette notation-là impacte directement la France? Et je voulais ouvrir sur le sujet du spread, par exemple, avec l'Allemagne, la France qui emprunte à des taux qui sont plus élevés que nos voisins européens et que l'Allemagne en particulier. Qu'est-ce que ça a comme impact dans le quotidien finalement des Français, dans notre vie de tous les jours et surtout sur le long terme, en fait? Comment ça va nous impacter?
pense qu'il y a plusieurs bonnes réponses. D'abord, sur le propos de Thomas Porcher, quand il dit qu'on a du patrimoine, je pense qu'il fait plutôt référence aux 6500 milliards d'euros qu'on a sur nos livrets, sur nos assurances vie, en épargne. Et que ça, Alors, vous c'est ne vrai savez que... pas que la propriété privée était publique, hein. Enfin, vous Non, m'apprenez mais quelque chose. théoriquement, je pense que c'est sur ça qu'il s'appuie en disant que effectivement, l'épargne des Français reste supérieure à ce que l'État ou la chose publique doit payer. Après, sur l'impôt sur le revenu, tu disais justement que c'était à peu près 90 milliards. Faut quand même rappeler que il y a moins d'un Français sur deux qui le paye, cet impôt sur le revenu. La TVA, c'est 200 milliards en comparaison. Donc bon, après, effectivement, il faudrait beaucoup d'émissions pour tirer les fils de tout ce qu'on raconte ici, mais je pense que sur ce Non, qui est pas du sûr, c'est tout, pas qu'on... du tout, hein. Sur l'impôt sur le revenu, je peux vous donner les chiffres, je les connais. Vous avez 15% des Français qui payent 80% de l'impôt sur le revenu. C'est l'impôt le plus inégal. Et pour la TVA, on peut même aller plus loin. Vous dites que c'est 200 milliards et que donc, du coup, tout le monde paye la TVA, donc tout le monde est contributeur. Oui, effectivement. Je n'ai absolument rien contre les gens qui gagnent peu leur vie. Quand vous gagnez 1000 euros par mois et que vous dépensez 1000 euros par mois, bah, la TVA, c'est 1000 euros divisé par 1,20, c'est 166 euros. Bon, quand vous en dépensez 10 000, c'est 10 fois plus. Donc, Mm. encore une fois, si vous voulez, aujourd'hui, le système fiscal français est inégal. C'est les mêmes qui payent pour tout le monde. Et ça, aujourd'hui, moi, je le vois, ma clientèle sont quand même des gens qui ont un certain âge. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, partent de France parce qu'en fait, on les matraque. Donc, comment vous allez faire en 2030 quand il n'y aura plus ces Français, soit jeunes qui créent de l'emploi, hein, aujourd'hui, un ingénieur en France, vous le payez 60 000 euros brut. Aux États-Unis, c'est 150, 160. Comment est-ce que va faire Thomas Porcher? Il va prendre ses petites économies en disant bah monsieur, vous avez de l'argent sur votre livret A, on a du patrimoine, on va endetter la France pour payer les retraites. C'est pour moi c'est des arguments si vous voulez qui sont irrecevables. La propriété privée est privée, elle n'est pas publique. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en 2026, ce débat, et il y a une chose sur laquelle je pense que tous les Français sont d'accord, c'est que plus personne peut dire que la dette, c'est pas grave. C'est beaucoup plus difficile, en plus, dans un monde où les taux sont devenus élevés. Donc, je suis complètement, dans le fond, d'accord avec toi, hein, Sylvain, que voilà, que quand l'argent était quasi gratuit, bah, on pouvait repousser l'échéance, mais que là, on peut plus. Le problème, il est politique. On l'a dit, c'est pas l'apocalypse de demain matin. C'est le sujet d'éviction progressif, et c'est ce que va devenir notre pays à horizon. Alors, toi, tu le vois à très court terme, Sylvain, mais à horizon moyen terme. Après, il y a la même chose, on peut se poser la même chose quand on investit et quand on vote. C'est-à-dire que si on investit à court terme, bah en fait, il faut faire du market timing, il faut être très 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 fort et puis il faut tout le temps changer d'objectif. Quand on vote à court terme, bah c'est pareil, il faut être très très opportuniste et puis penser que notre vote pèse pas beaucoup. Alors il faut peut-être voter comme on investit, c'est-à-dire construire sur le futur avec un long horizon de temps. Et il faudrait en face qu'on ait les hommes et les femmes politiques qui sont capables de construire et d'appliquer des programmes qui nous permettent de construire le pays sur le moyen terme. Mais ça, c'est sûr que le problème n'a pas de solution à court terme. Notre capacité à décider et à résoudre le problème de notre dette, il est d'abord politique. Et moi, je vois pas de solution. Moi, je voudrais terminer quand même sur une note d'optimisme. Allez, Parce Mathias. que euh, déjà parce que j'ai lu le bouquin de Nicolas Bouzou qui s'appelle Le sursaut français. Et c'est ça donne de l'optimisme et de la joie puisqu'il nous explique comment depuis 2500 ans, à chaque fois que ça a été, pardon my French, mais à chaque fois que ça a été la merde, les Français ont eu un sursaut. Et je pense qu'il va se passer la même chose sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que les 2/3 des Françaises et des Français sont favorables à ce que la retraite en France devienne une retraite, entre autres, par capitalisation, c'est-à-dire par l'investissement. Pourquoi ? Parce que 80% des Français aujourd'hui savent et disent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour leur retraite par eux-mêmes. Il n'y en a que 40%, donc la moitié, qui ont commencé à faire quelque chose. Mais il y en a 80% qui savent qu'ils doivent faire quelque chose. Vous avez une particularité de la société française, c'est qu'historiquement, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, la société française était extrêmement verticalisée. Et donc, quand il fallait faire bouger quelque chose dans le pays, d'aussi important que le système de retraite, par exemple, ça passait forcément par quelques personnes à Paris, ce qu'on appelle le microcosme, et que je connais très bien,
et les journalistes de télé et de radio. C'est comme ça que ça passait. Et effectivement, la relation entre les politiques et les journalistes de télé et de radio étant dysfonctionnelle, eh bien, les sujets n'avançaient pas. Depuis, il y a une autre dimension à la société française qui s'est créée, qui est l'horizontalité. Entre autres, par les réseaux. Et la population est en avance, contrairement à ce que l'on nous dit, sur les élites parisiennes, sur le besoin de changement. L'opinion publique est en train de basculer. Et quand l'opinion publique aura basculé, et que des voix comme les nôtres seront de plus en plus fortes, là, on pourra commencer à proposer un plan d'action. Et en théorie, la décennie 2030 devrait être une décennie de rééquilibrage économique pour l'Europe et la France. Donc je voudrais terminer sur une note d'optimisme. Parce que, contrairement à ce que font certains de tes clients, Sylvain, moi je m'oppose extrêmement fort à ce qu'on dise « barrez-vous ». Je m'y oppose extrêmement fort. Peut-être parce que j'ai reçu depuis 2 ans entre 200 et 300 000 DM de gens qui prennent leur argent en main et qui sont tout à fait prêts à ce que l'État prenne l'argent public en main. Mais je n'imagine pas la population accepter que la France disparaisse. Donc on reste et on se bat. Eh bien, écoutez, merci Lorraine, Sylvain, Mathias pour cette émission. Franchement, c'était extrêmement intéressant. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et encore une fois, je vous dis donc à mardi prochain pour une nouvelle émission d'actualité sur les financiers. À bientôt.